Ça fait maintenant plus de 10 ans que je crée des contenus sur les réseaux, j'ai fait des millions de vues sur plusieurs thématiques différentes à plusieurs périodes différentes, alors je suis en capacité d'observer des changements majeurs et profonds qui vont transformer la creator economy. Voilà pourquoi dans cette vidéo je vais te présenter mes prédictions concernant les tendances et changements à venir pour 2025. Regarder cette vidéo, c'est prendre une longueur d'avance sur tous tes concurrents en adoptant des stratégies qui sont efficaces et adaptées au marché avant tout le monde. On commence directement avec ma première prédiction. Je pense que les plateformes de contenu vont de plus en plus intégrer le processus créatif directement dans leur plateforme de contenu ou alors dans des outils qui leur appartiennent, c'est-à-dire qu'on pourra créer des contenus de A à Z directement en se connectant par exemple sur Instagram, sur YouTube, sur TikTok. Alors pourquoi est-ce qu'elles vont faire ça? Eh bien tout simplement pour faciliter la création de contenu et donc pour baisser les barrières à l'entrée. Parce que plus tu baisses les barrières à l'entrée, plus tu vas attirer des créateurs et je le rappelle, l'offre des plateformes de contenu, eh bien ce sont tout simplement les créateurs qu'elles ont. Et la demande finalement c'est les spectateurs. Donc plus elles ont de créateurs, plus elles ont une bonne offre et plus elles vont maintenir les gens sur leur plateforme. Donc le but c'est vraiment d'internaliser le processus de création. Déjà ça leur évite de diluer le trafic en l'envoyant sur d'autres outils qui vont s'en occuper. Et en plus de ça, bah voilà, tu le sais, c'est la guerre entre les plateformes de contenu, elles se battent toutes pour avoir les créateurs, pour avoir les spectateurs qui reviennent. Et donc le fait de pouvoir internaliser tout le système, tout le processus de création, eh bien c'est très attirant pour les créateurs. Donc les plateformes vont un petit peu se battre pour justement réussir à donner aux créateurs tous les outils dont ils ont besoin. Il y a plein de tendances qui confirment ça, notamment TikTok qui a sorti TikTok Studio très récemment, une application sur laquelle on peut filmer ses contenus, les monter, les sous-titrer automatiquement et même les poster sur l'appli. Donc là clairement déjà TikTok ils sont les premiers à avoir fait une offre aussi 360. C'est une deuxième appli mais tu vois que directement sur TikTok Studio je peux connecter mon compte TikTok et après je peux directement poster mes vidéos depuis cette appli. Tu vois qu'il y a l'éditeur de photos, les légendes automatiques, la caméra, etc. On a aussi Instagram qui a annoncé Moviegen, c'est une nouvelle IA qui va permettre de créer automatiquement des fonds, de changer sa tenue, bref de faire tout plein de choses qui pareil vont permettre un petit peu de baisser les barrières à l'entrée puisque n'importe qui, son budget, eh bien, peut avoir une qualité studio simplement en le générant avec l'IA ou en se mettant un décor de qualité studio quoi. On voit aussi les sous-titres, bon ça fait déjà longtemps mais qui sont, voilà on peut faire les sous-titres automatiques directement sur Instagram, sur TikTok, même sur YouTube. L'A/B testing avant il y avait des outils externes qui le faisaient comme TubeBuddy, aujourd'hui on peut le faire directement sur YouTube. Il y a même des applis, enfin même Instagram et TikTok, ils vous proposent des suggestions de contenus similaires, de trends que tu peux suivre et donc ça pareil, tout est intégré directement sur leur appli. Donc on voit qu'il y a vraiment une volonté d'intégrer tout le système, tout le processus créatif directement sur leur plateforme. Alors les conséquences de ça, c'est évidemment une baisse des coûts pour les créateurs, puisqu'avant, voilà, tu prends un outil pour sous-titrer automatiquement tes contenus, ça pouvait coûter 20-30 balles par mois. Même à l'époque, fallait le faire manuellement soi-même. Aujourd'hui, tu vas directement sur l'appli de TikTok et tu peux le faire gratuitement. Avant, il fallait prendre un logiciel de montage. Aujourd'hui, tu peux le faire directement sur TikTok Studio. Si tu fais un montage simple, ça va suffire largement. Donc voilà, on a une baisse des coûts pour les créateurs et on peut avoir un rendu qui est plus pro à faible coût, ce qui peut potentiellement créer une hausse de la concurrence, tout simplement parce qu'il y a une baisse des barrières à l'entrée, c'est aussi simple que ça. Ensuite, seconde prédiction pour 2025, je crois que le texte va vraiment souffrir. Je dis pas qu'il va complètement mourir, mais ça deviendra de plus en plus difficile de se faire connaître avec le texte et surtout de créer une vraie communauté, de vraiment créer un lien émotionnel fort avec son audience. Tout simplement parce que c'est un format sur lequel il y a très peu de barrières à l'entrée. N'importe qui pour le coup peut prendre son téléphone et faire un post LinkedIn, un post Twitter, donc ça augmente la concurrence. C'est plus facilement remplaçable par de l'IA. Voilà, l'écriture, voilà, il y a des avatars qui permettent de même reprendre ta tête et te faire parler comme si c'était toi, mais c'est quand même pas complètement au point. Alors que le texte, franchement un post LinkedIn, tu peux quasiment le faire générer par ChatGPT. Enfin, il sera pas aussi bon qu'un bon créateur qui a un bon copywriting, mais disons que tu peux faire une bonne base du texte, repasser dessus, et puis il y a plein de gens qui vont faire des contenus un peu moyens en utilisant l'IA pour le texte, mais qui malgré tout vont constituer de la concurrence. Et puis on a aussi la relation et l'aspect humain qui gagne en importance avec notamment tous les outils d'IA et l'abondance des contenus qu'on a sur les plateformes, et du coup la vidéo pour créer ce côté humain, ce contact humain, c'est quand même vachement plus performant que le texte.
D'ailleurs, on le voit, on a LinkedIn qui a sorti un onglet vidéo, comme je te le montre juste ici, depuis cet été. Et il y a plein de créateurs qui explosent comme ça, et ça montre que même LinkedIn, qui de base est une plateforme de texte, eh bien, a la volonté d'adopter, d'ajouter les vidéos, quoi. Donc, il faut tout simplement s'adapter en faisant plus de vidéos. Moi, je crois que c'est très risqué de miser uniquement sur une plateforme comme LinkedIn ou Twitter, même si elles tendent à devenir des plateformes de vidéos au final. Mais je recommande d'avoir au moins une plateforme de vidéo à côté. Ensuite, troisième prédiction à venir, je crois que les créateurs désormais, et ça se confirme, enfin c'était déjà le cas en 2024, mais ça le sera encore plus pour 2025 et les années à venir, il faudra davantage se différencier par l'humain plutôt que par la valeur qu'on apporte. Alors pourquoi est-ce que je te dis ça? Eh bien tout simplement parce qu'il y a une hausse de la concurrence. Cette hausse de la concurrence, elle a créé une hausse du niveau, tout simplement par la loi de l'offre et de la demande. Plus il y a d'acteurs, plus ça crée une augmentation du niveau. Et donc finalement, comment est-ce que tu vas te démarquer du voisin? Parce que quand on y réfléchit bien, tout le monde peut donner un bon conseil. Voilà, un bon conseil, franchement, tu mets un peu de bonne volonté, tu peux le donner, quoi. Par contre, personne ne peut vivre ton histoire. Donc finalement, avec tous ces contenus d'IA, toute cette dépersonnalisation du contenu, eh bien pouvoir s'adapter en créant, je te l'ai dit, d'une part des vidéos à la place du texte, et surtout en maîtrisant des leviers émotionnels. Il y a une compétence qui est vraiment super importante, c'est de maîtriser le storytelling. Le storytelling, c'est ce qui va te permettre de captiver tes spectateurs, tout en créant un lien émotionnel avec eux, en leur suscitant des émotions. Ça rend tes contenus beaucoup plus captivants, beaucoup plus mémorables, et surtout ça crée une proximité et un lien émotionnel qui est beaucoup plus fort. Je t'invite également, au-delà de poster simplement des contenus qui apportent de la valeur, je t'invite à créer une vision et une philosophie globale dans lesquelles tous tes contenus vont s'englober. Tu vois, si je t'image un peu tout ça, le grand cercle là c'est ta vision globale, et les petits ronds c'est à chaque fois des contenus, donc tous tes contenus doivent s'inscrire dans une philosophie qui est plus globale, et c'est comme ça que tu arriveras à vraiment impacter les gens, et voilà, en transmettant un combat, une vision, une philosophie. Donc tu vois, tu vas inclure tes spectateurs dans ta vision, dans ton combat, dans ton chemin, et je te le rappelle, parler à tout le monde, c'est ne parler à personne. Alors il vaut mieux cibler uniquement les gens qui adhèrent à ta vision, même si c'est pas tout le monde, et les autres finalement, bah tant pis quoi. Ensuite, quatrième tendance à venir, une polarisation croissante des vues, ça je t'en parle souvent, mais qui arrive peut-être à maturité, et je vais t'expliquer pourquoi, tu vas voir que c'est assez subtil. Alors, d'abord on va dresser un premier constat. On a assisté clairement ces 2-3 dernières années à une explosion de la creator economy, donc voilà, entre 2022 et jusqu'à aujourd'hui, hein, j'ai mis 2024, mais jusqu'à aujourd'hui, il y a de plus en plus de créateurs, tout le monde comprend que créer du contenu, c'est extrêmement puissant en termes de personal branding, pour une marque, même pour tout plein de choses. Donc les plateformes de contenu, le constat c'est qu'elles sont en abondance de contenu. Donc finalement la conséquence de ça, c'est qu'elles peuvent se payer le luxe de ne piocher finalement que les meilleurs contenus de chaque créateur. Et finalement ce qu'on voit c'est que le nombre d'abonnés ne veut presque plus rien dire, parce qu'on a des tonnes de créateurs qui ont plein d'abonnés mais qui ne font que très peu de vues comparativement à leur nombre d'abonnés, c'est même le cas de plein de gens. Les vues sont super irrégulières, mis à part voilà chez les gros créateurs, gros influenceurs comme Inoxtag, mais qui ne représentent pas la réalité du marché. Mais la réalité c'est que tu peux très bien faire 20 000 vues, puis le lendemain en faire 300, puis le surlendemain 20 000, puis 300, 20 000, c'est hyper irrégulier. Parce que bah voilà, les contenus qui sont disons algorithmes friendly, ils vont avoir des vues qui vont exploser, et à l'inverse les contenus un peu plus spécifiques, de niche, techniques, bah là ils vont faire très peu de vues. Donc il y a cette fameuse polarisation aux extrêmes, où les contenus viraux peuvent vraiment exploser, et les contenus qui sont c'est pas mauvais, mais disons des contenus pas virales quoi, vraiment spécifiques, bah pour le coup leur portée va être très limitée, pour la simple et bonne raison que les plateformes, elles ont tellement de créateurs qui sont, elles sont en abondance de contenu, elles ont plus intérêt à montrer tous les contenus d'un créateur comme elles pouvaient le faire avant. Aujourd'hui, elles vont simplement piocher les meilleurs contenus de chaque créateur et voilà, elle va se contenter de ça et ça marche très bien comme ça. Donc c'est pour ça que les vues sont irrégulières. Alors comment faire pour s'adapter? D'abord, il faut impérativement comprendre qu'aujourd'hui, la qualité bat la quantité, ça c'est vraiment important. C'était pas le cas avant, hein. Avant, bombarder en quantité, ça battait très souvent la qualité. En fait, ce phénomène de polarisation, justement, il tourne en faveur de la qualité. Puisqu'avant, tu pouvais faire plein de contenus moyens, il faisait pas tant que ça moins de vues qu'un contenu un peu viral ou un peu meilleur. Tandis qu'aujourd'hui, si ton contenu est un petit peu meilleur que la masse, que le gros de ce qui se fait sur les plateformes, il va exploser. Donc ça vaut le coup de faire ce petit effort supplémentaire qui va te faire passer au-dessus de la masse, qui va te faire gagner un petit peu en watch time pour avoir un contenu qui explose plutôt que d'en faire plein de contenus à la chaîne mais qui seront moyens et qui finalement ne vont jamais exploser quoi. Alors qu'il y a encore quelques années, souvent la quantité et la régularité battaient la qualité.
Très important également, savoir jongler entre contenus viraux et contenus destinés à ta cible. Parce que si tu ne fais que des contenus viraux, pareil, tu auras du mal à créer une communauté. Parce que les contenus viraux, c'est bien de faire des vues, mais c'est pas... voilà, notamment si tu as un business, c'est pas ce qui va t'apporter des ventes et de l'autorité. C'est pas ce qui va vraiment attirer les bonnes personnes. Et puis en plus de ça, voilà, c'est pas des contenus idéaux pour fédérer une communauté. C'est pas des contenus généralement qui vont vraiment marquer les gens. Très important également, il faut maîtriser les leviers de la viralité. Parce que voilà, si tu as besoin de ces contenus finalement pour exploser et tirer la croissance de ton contenu au global, bah tu as besoin de maîtriser la viralité, donc savoir comment créer des contenus qui vont susciter des émotions, être bon en copywriting pour rédiger tes scripts, savoir analyser ce qui marche sur ton marché, etc. À ce propos, pour t'aider, j'ai un petit cadeau pour toi, c'est un grand guide vidéo qui va t'aider à créer des vidéos émotionnelles et impactantes grâce à des leviers psychologiques pour marquer tes spectateurs. Donc je vais te présenter des leviers utiles pour la viralité qui vont te permettre de créer des vidéos qui seront mémorables, virales et qui vont fédérer ta communauté. Donc tu peux récupérer ça gratuitement sur le premier lien en description et on va poursuivre directement. Alors, je t'ai dit qu'il y avait une polarisation croissante, mais qui allait peut-être arriver à maturité, et je vais également t'expliquer pourquoi. Il faut d'abord comprendre le business model des plateformes de contenu. En fait, quand on y réfléchit bien, les plateformes de contenu, elles ont sans aucun doute le système de crowdsourcing le plus puissant au monde. Alors si tu connais pas, je t'explique un petit peu ce que c'est que le crowdsourcing. Imagine que tu es une boîte et que tu veuilles la développer. Bah tu vas pouvoir faire plusieurs choses. Au départ, quand tu commences, tu es peut-être tout seul, t'as pas encore de budget, donc tu peux bosser plus toi pour développer ta boîte. Mais au bout d'un moment, ça a ses limites. Du coup, tu vas pouvoir éventuellement internaliser. Quand tu internalises, en gros, tu prends un salarié qui va t'aider à grossir. Tu peux aussi externaliser. Cette fois-ci, tu prends pas un salarié, mais tu prends un prestataire externe qui a son compte et qui va bosser sur toi. Et enfin, la quatrième solution, qui est extrêmement puissante et sous-estimée de la plupart des gens, c'est le crowdsourcing. Le crowdsourcing, ça signifie approvisionnement par la foule. Et l'idée, c'est qu'en gros, tu vas faire en sorte que les gens aient un intérêt à bosser pour toi, mais sans que tu les payes. Et je vais te donner un exemple concret avec les plateformes de contenu. Regarde. On est d'accord que l'offre pour les plateformes de contenu, c'est les contenus qu'elles proposent. Autrement dit, c'est les créateurs. C'est pour ça que les gens viennent. Et c'est grâce au contenu qu'elles peuvent diffuser des pubs. Et à côté de ça, la demande, ce sont l'audience, les gens qui se connectent sur les plateformes. Elles ont réussi finalement à donner une motivation aux créateurs, qui sont finalement leurs produits, leur offre, de créer des contenus gratos pour elles. Et la motivation, l'intérêt qu'ont les créateurs à créer des contenus, c'est tout simplement de pouvoir développer leur audience pour ensuite faire la promotion de leurs produits, créer des placements de produits, enfin pouvoir vivre de leur contenu tout simplement, ou même se faire connaître, avoir de la notoriété, etc. Donc finalement, gratuitement, elles ont des dizaines de milliers, voire des millions de créateurs qui vont créer du contenu pour elles gratuitement. C'est juste le meilleur business model du monde et c'est le plus gros exemple de crowdsourcing qu'on puisse avoir. Donc finalement tu vois l'intérêt des plateformes c'est d'avoir des créateurs et l'intérêt pour les créateurs c'est de pouvoir continuer de développer leur projet. Mais quand tu réfléchis bien, il y a une espèce quand même de conflit d'intérêt dans tout ça. Parce que la plateforme ce qu'elle veut c'est maintenir ses utilisateurs en leur montrant les meilleurs contenus possibles. Alors que le créateur lui, il a besoin d'une certaine stabilité des vues pour développer ses projets. Et notamment aussi pour pouvoir sortir l'audience de sa plateforme, enfin des plateformes, parce qu'on le sait, c'est très difficile de vendre directement sur les réseaux, on a besoin de capturer des emails, et bref, du coup, les créateurs, ça leur va pas très bien ce côté polarisation des vues, parce que si un coup ils font 10 000 vues, puis le lendemain 300, puis re 10 000, en fait, ils ont pas des gens qui vont vraiment les suivre durablement et donc c'est très problématique pour eux pour développer leur projet parce que c'est beaucoup plus facile de vendre même si on a moins de gens qui nous suivent mais que ce sont des gens qui nous suivent régulièrement parce que pour vendre on a besoin de créer de la confiance. Donc tu vois il y a cette espèce de conflit d'intérêt entre les plateformes qui veulent montrer les meilleurs contenus possibles, qui veulent dans leur intérêt pur juste piocher les meilleurs contenus de chaque créateur et à l'inverse on a les créateurs qui eux ont besoin d'avoir leurs contenus qui sont montrés régulièrement. Alors du coup, que se passe-t-il si on pousse la polarisation à l'extrême? C'est qu'il devient impossible de fédérer une communauté pour les créateurs, donc ils ne peuvent pas avoir de business plan qui est viable. Donc s'il n'y a pas de business, il n'y a pas de moyens qui sont déployés, parce qu'au bout d'un moment, c'est bien beau de créer du contenu par passion, mais je peux t'assurer que ça a ses limites, quoi. La réalité humaine et financière vient rattraper la passion, quoi, finalement. Tu prends Inoxtag, par exemple, qui monte l'Everest. Pour la petite anecdote, voici à peu près ce que ça coûte de gravir l'Everest. C'est une approximation que j'ai fait sur ChatGPT, mais bref, tu vois que ça coûte des dizaines, si ce n'est plus de 100 000 euros. Donc, autant te dire que s'il n'y avait pas de business pour Inox qui générait pas d'argent, je peux t'assurer que tu n'aurais jamais eu sa vidéo sur l'Everest. Et quelque part, si YouTube n'a pas sa vidéo sur l'Everest, c'est une masterclass de perdu sur YouTube. C'est une vidéo qui fait 40
40 millions. Donc finalement, tu vois, si jamais les plateformes ne permettent pas aux créateurs de développer leur projet, d'avoir un minimum de stabilité dans les vues, ben indirectement, c'est une perte de bon contenu pour la plateforme, donc c'est pas dans son intérêt non plus. Donc voilà pourquoi je pense qu'il y aura une stabilisation de la polarisation des vues, parce que c'est dans l'intérêt des plateformes de montrer que les meilleurs contenus, mais dans une certaine limite quand même, parce que laisser les créateurs se développer à long terme, créer une hausse de la qualité, des moyens déployés, une hausse de la professionnalisation des créateurs, etc. D'ailleurs, tu regardes les toutes premières vidéos sur YouTube de Norman, Cyprien, ces mecs-là, bah à l'époque, ils n'avaient pas de budget, c'était une vidéo dans leur chambre. Aujourd'hui, 15 ans plus tard, vivre de YouTube, c'est totalement possible. Il y a des gens qui font des millions par mois avec une chaîne YouTube, et du coup, bah ça s'est vachement professionnalisé, et tu vois bien que la conséquence de ça, c'est qu'aujourd'hui, tu as des vidéos à grosse production de 30, 40, plus de 100 000 euros pour un documentaire comme celui d'Inoxtag, quoi. Ensuite, on poursuit, cinquième prédiction pour les réseaux sociaux en 2025. On va parler de l'évolution de l'IA et également peut-être des agents IA. Il y a peu de gens qui savent que c'est qu'un agent IA, et tu vas voir qu'un petit peu mon avis sur l'IA, c'est un petit peu un unpopular opinion, mais bref, je t'explique d'abord ce que c'est qu'un agent IA. Si je vulgarise un petit peu, l'IA en gros tu lui fais une requête et elle y répond. Par exemple, tu dis à ChatGPT, rédige-moi un script pour ma prochaine vidéo YouTube. Bah voilà, il va te le répondre et voilà. Un agent IA, la différence, c'est que tu vas lui donner non pas une requête, mais vraiment un objectif, et c'est lui qui va créer tout le cheminement de manière autonome pour y parvenir. Et il va faire vraiment le plan d'action, il va vraiment réfléchir à quel est le meilleur chemin pour atteindre cet objectif. C'est vraiment ça la nuance, et on va en reparler un peu plus tard, mais tu vas voir pourquoi je te parle de ça. Alors d'abord, quel est justement mon non-popular opinion? Eh bien je pense que l'IA ne va rien révolutionner en 2025. Alors attention, ça ne veut pas dire qu'on ne va pas l'utiliser de plus en plus, mais je vais t'expliquer pourquoi je pense ça. D'abord, pourquoi je pense ça exactement? Quand on y réfléchit bien, depuis l'arrivée de ChatGPT, est-ce qu'on a vraiment eu des changements profonds dans la manière de créer du contenu, dans la manière de... Au final, pas vraiment. Il y a énormément de gens qui souvent te vendent des produits sur l'IA qui te disent « Oh, révolution, ça a tout changé, je fais que utiliser ChatGPT ». Mais dans les faits, bah regarde, est-ce que tu connais, si je te demande de me citer 3-4 créateurs, des gros noms, qui font des contenus complètement automatisés qu'avec l'IA. Alors, il y a quelques chaînes, effectivement, de faceless IA automatisées, mais personne n'en connaît le nom, c'est très difficile à monétiser, il y en a qui arrivent à lancer des petits business grâce à ça, mais globalement, quand on y réfléchit bien, depuis ChatGPT, on n'a pas tant que ça eu de changements profonds. On l'intègre dans le processus de création, je crois que on va l'utiliser de plus en plus en 2025 et pour les années à venir, hein, ça je dis pas le contraire, je dis simplement qu'il n'y aura pas une vraie révolution en 2025 au niveau de l'IA. Je pense pas qu'on va vraiment révolutionner le processus de création, certainement qu'il y aura des gains de productivité, qu'il y aura une adoption croissante par les retardataires, également une meilleure maîtrise des outils, on va apprendre à mieux les maîtriser, tout le monde va mieux les intégrer, mais je pense pas que ce sera une vraie révolution comme on pourrait le penser, même s'il y a effectivement notamment le doublage automatique sur YouTube qui peut pas mal chambouler hein, et remuer un petit peu les cartes. Je suis impatient de voir ça, on en est encore qu'au début. Mais pour le moment ça coûte très très cher, j'ai entendu parler de 10 000 € par mois, c'est en version bêta, donc voilà, ça va pas se populariser dès maintenant, je pense que ça va bien prendre un an avant de vraiment s'imposer, et donc finalement tu vois moi ma recommandation par rapport aux outils d'IA, c'est d'utiliser l'IA évidemment, hein, je suis un fervent défenseur de l'IA, mais comme un assistant et pas un remplaçant. Tu peux l'utiliser pour trouver des idées, des concepts, enrichir tes scripts, ajouter des métaphores, des exemples, des comparaisons, automatiser un petit peu le processus créatif, notamment les tâches répétitives. Mais la réalité, elle est vraiment là, c'est que même avec les meilleurs prompts IA, l'IA ne bat clairement pas un bon créateur. Mais genre vraiment clairement pas. Encore une fois, il y a des gens qui te disent « Ouais, moi j'ai les meilleurs prompts du monde, si t'as pas des bons résultats, c'est que tu sais pas prompter. » Non, n'importe quoi, j'ai passé des dizaines et des centaines d'heures à prompter, j'ai des excellents prompts qui m'apportent de bons résultats, mais un bon créateur scripte aujourd'hui bien mieux un contenu que l'IA. En revanche, il va s'appuyer dessus pour enrichir son script, je te l'ai dit, pour brainstormer, trouver des concepts, des métaphores, etc. Tu vois, parce que finalement, l'IA, elle se base sur ce qu'elle trouve sur Internet. Hein. Et donc, comment elle peut savoir qui sont vraiment les experts? Qui a vraiment le plus raison dans l'histoire pour qu'elle se serve de ça, pour te le mobiliser sur ChatGPT? Même d'ailleurs, les humains, nous, le commun des gens, ne savent même pas eux qui sont les experts, parce que bien souvent, ils n'ont pas le niveau d'expertise pour savoir qui a raison. D'ailleurs, c'est assez souvent pour ça qu'il y a ce que j'appelle le syndrome de l'expert. En fait, ce sont les gens
les gens les plus experts, les plus compétents, qui font des contenus hyper détaillés, c'est pas eux qui vont vendre le plus. Celui qui vend le plus, c'est le Yumi Denzel qui fait le contenu mainstream qui touche tout le monde, quoi. Mais l'expert, là, typiquement, c'est un bon exemple, cette vidéo, c'est un contenu d'expert. C'est pas le genre de contenu qui va faire 50 ou 100 000 vues. Bon, faut dire aussi que ça attire un trafic extrêmement qualifié, et que du coup, même en faisant peu de vues, je m'en sors très très bien d'un point de vue business. Mais voilà, et ce qu'on voit, c'est que c'est rarement les experts qui vendent le plus, ou qui font le plus de vues. Voilà, c'est une petite parenthèse que je voulais faire. Mais rien à voir, cela dit. Alors, je voulais vous parler rapidement des agents IA. Est-ce que ça serait pas finalement la prochaine révolution à venir? Alors, je suis pas un expert du sujet, donc je vais le passer rapidement. Je vous ai mis un petit screen là de ce que m'a dit ChatGPT sur le fonctionnement d'un agent IA. En gros, ça représente... Enfin, comment ça fonctionne très exactement? Première étape, l'agent IA, il collecte des informations à partir de diverses sources, comme des bases de données. Et il va regarder finalement des interactions avec les utilisateurs, des API, etc. Ensuite, il va analyser, il va raisonner. Il interprète les données collectées pour comprendre le contexte, identifier les opportunités et les problèmes, etc. Et là, la vraie différence avec une IA, c'est qu'il va prendre des décisions et des actions. Il prend des décisions en fonction de l'objectif que tu lui as donné, et il agit finalement pour atteindre l'objectif, et il va également améliorer ses performances en apprenant des nouvelles données ou des résultats passés. Donc je sais pas si tu te rends compte du bordel, mais c'est vraiment une dinguerie. Ça existe déjà depuis un certain temps, mais disons que c'est pas encore tout à fait au point. Mais je pense que le jour où on va vraiment sortir un agent IA qui sera vraiment au point, ce sera vraiment une énorme révolution. Tu vois, si je te donne un exemple concret, une IA, tu peux lui dire demande-moi de rédiger un script pour ma prochaine vidéo sur Instagram, bah l'IA elle te fournit le script. Avec un agent IA, tu lui donnes l'objectif, par exemple, je fais une vidéo YouTube qui génère 10 000 vues sur Instagram, et l'agent, il va faire des recherches sur les sujets tendances, écrire un script optimisé pour captiver l'audience, créer une miniature, suggérer la meilleure heure de publication, et il va suivre également les performances après la publication pour proposer des ajustements jusqu'à ce qu'il atteigne de lui-même de façon autonome l'objectif, et ça, c'est une vraie dinguerie. On poursuit. Sixième changement, je t'en ai déjà vaguement parlé, mais on va avoir une difficulté toujours croissante pour fédérer une communauté, et on aura un compteur d'abonnés qui ne comptera plus du tout, surtout sur le format court, c'est déjà d'ailleurs quasiment le cas, quoi. Pourquoi est-ce que je pense ça? À cause du phénomène de polarisation des vues, l'algo a beaucoup changé, hein, je t'en ai parlé juste avant, je vais pas revenir sur ça. Le snack content également fait que les gens ils consomment rapidement, ils passent très vite d'un créateur à un autre, et puis voilà, les gens ils suivent des centaines de créateurs, donc finalement tu vois tu t'abonnes à... Si je te demande les 10 dernières personnes auxquelles tu t'es abonné, tu sauras peut-être même pas m'en citer 3, parce qu'on s'abonne à plein de gens, on consomme rapidement le contenu. Donc c'est toujours plus dur de fédérer une communauté. La conséquence de ça, eh bien c'est une instabilité et une difficulté à fidéliser l'audience, à fédérer sa communauté. C'est des followers qui voient majoritairement pas régulièrement tes contenus, ils vont en voir un de temps en temps au lieu de les voir régulièrement. Et du coup, c'est là où je veux en venir. Eh bien, ça crée une complexification de la monétisation. Tu as besoin d'avoir un système de vente bien huilé. Parce que je te le rappelle, pourquoi est-ce qu'on peut, en vendant ses propres produits, gagner de très gros revenus en ayant une petite audience? Parce qu'on va créer une relation de confiance en attirant les bonnes personnes et leur proposant le bon produit. Et c'est le fait de créer une relation de confiance avec des gens qui vont voir régulièrement nos contenus qui fait qu'on va pouvoir vendre. Et donc, finalement, le fait que les gens ne puissent plus voir régulièrement nos contenus, ça complexifie énormément la vente. Et du coup, il va falloir être très bon et savoir s'adapter, notamment en sachant très bien comment sortir les gens des plateformes, en étant encore meilleur en capture email ou en attirant des gens voilà, sur des groupes de discussion. On le voit aussi, il y a un gros essor des communautés, hein, c'est pas un hasard, tu t'envoies de plus en plus des communautés school, des discussions Telegram, parce que les gens, déjà le fait qu'elle soit une communauté, les gens, l'humain c'est une créature sociale, ça l'aide à connecter avec les autres. Ça permet de mieux l'engager et puis surtout voilà, cet essor de communauté il se fait en raison du fait que les gens ont besoin de sortir les gens des plateformes pour vraiment les monétiser quoi. Donc finalement aussi la relation va primer, ça va être très important que tu mettes davantage des efforts dans la fidélisation de ton audience, dans la création d'une personal brand puissante et d'une relation avec tes abonnés, notamment si tu es Instagram, tu peux lancer beaucoup de discussions par DM, cette proximité va vraiment être extrêmement importante.
16e prédiction, ça j'en suis, enfin c'est pas une certitude, c'est une prédiction que je fais et je vais t'expliquer pourquoi. Il y a un potentiel retour en force de Facebook qui peut être fait. Finalement, quand on y réfléchit bien, Facebook c'est une plateforme qui est extrêmement complète. D'abord, il y a du format long, on peut poster des vidéos comme sur YouTube de 10 minutes, il y a aussi les carousels où tu peux détailler sur plusieurs images, on a aussi le format court avec les vidéos verticales et les posts écrits. Et on a également la possibilité de créer la relation avec des messages sur Messenger et des stories. Finalement, c'est un petit peu le meilleur de tout. Parce que Instagram, on a le format court, on a les DM, on a également les stories, mais on n'a pas trop le format long. Enfin, tu peux poster des vidéos longues, mais en réalité, personne ne va les voir, ça marche très très mal. YouTube, tu peux pas, par exemple, poster une story. Tu peux pas contacter tes abonnés en dehors des commentaires ou alors en leur envoyant un email. Mais tu peux pas discuter avec eux par DM. Ça, c'est vraiment ce qui manque à YouTube. Et du coup, Facebook, quand il réfléchit bien, ça a beau être une plateforme qui peut sembler morte, bah en vrai, elle est vachement complète. Moi, j'ai un peu plus de 100 000 abonnés sur Facebook, je trouve quand même des clients là-bas. Il y a pas mal de gens qui ont du pouvoir d'achat, hein. Et puis, il y a aussi surtout un gros décalage entre l'offre et la demande. Parce que Facebook, ça reste un mastodonte. Quoi qu'on en pense, ça reste plus d'1 milliard d'utilisateurs, et ce qui s'est passé, c'est que tous les créateurs se sont barrés en pensant que c'était has-been, mais il n'empêche qu'il y a quand même pas mal de gens qui continuent d'utiliser Facebook. Finalement, il y a donc des gens qui continuent d'utiliser Facebook, mais il y a peu de créateurs. Donc ce décalage entre l'offre et la demande, bah, ça crée une opportunité comparativement à beaucoup d'autres plateformes qui sont extrêmement saturées. Donc ça, si les gens s'en rendent compte, ça peut vraiment attirer beaucoup de gens. Moi je te le dis, regarde, j'ai posté plein de reels, ça je les ai postés il y a 2 ans, elles ont fait 4 millions puis 1,5 million, là je les ai même repostées il y a quelques mois, elles ont refait, c'est exactement les mêmes vidéos, hein, 1 million et 800 000 vues, donc voilà, j'ai un peu plus de 100 000 abonnés sur Facebook, c'est extrêmement puissant, je te l'ai dit, les gens ils ont plutôt pas mal de pouvoir d'achat parce que c'est une population qui est plus âgée, les vieux souvent, enfin les vieux, excusez-moi hein, si vous avez 50 ans, mais tu suis moins les tendances quoi, alors que les jeunes ils sont plutôt allés sur les nouvelles plateformes, genre TikTok, etc. quoi. Donc vraiment il y a un truc à faire sur Facebook, si tu n'y as pas pensé ça peut être intéressant d'aller au moins reposter tes contenus quoi. Donc voilà, je te rappelle à nouveau que j'ai un cadeau pour toi sur le premier lien en description, j'ai même un second cadeau pour toi, c'est les 3 meilleures stratégies pour percer sur Instagram. Et d'ailleurs je le précise mais elles fonctionnent également très bien sur les autres plateformes, c'est entre autres les stratégies qui m'ont permis de gagner près de 100 000 abonnés sur Instagram, c'est ce qui m'a permis de faire des millions et des millions de vues, je t'invite à récupérer ça gratuitement sur le premier lien en description, et moi je te dis à la prochaine. Pense au pouce bleu, pense à t'abonner, ciao ciao.